Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette conférence de presse du CISAT qui débutera dans environ 5 minutes. Conférence où on devrait évidemment aborder le sujet de la vaccination en Abitibi-Témiscamingue qui suit son cours. On est maintenant à vacciner les 65 ans et plus. Ça a été ouvert un peu plus tôt cette semaine de ce côté-là. Également, on va aborder la situation épidémiologique de la région. 5 nouveaux cas s'ajoutent dans les 24 dernières heures pour 30 cas actifs dans les régions. 15 dans la MRC d'Abitibi, une hospitalisation. On va tenter d'expliquer également les écarts entre les données qui se trouvent sur le site de l'INSPQ et les données du CISAT qui s'étirent depuis quelques jours, ces écarts d'ailleurs. On va parler de sortes de vaccins, évidemment. Est-ce que c'est le vaccin d'AstraZeneca? Est-ce que c'est le vaccin de Pfizer, de Moderna qu'on reçoit en Abitibi-Témiscamingue en ce moment? On va tenter de le savoir. On va tenter de savoir comment ça va, la vaccination. Vous êtes extrêmement nombreux à nous demander. Ouais, là, il n'y a pas beaucoup de disponibilité dans différents secteurs, donc on essaie d'avoir des informations à ce sujet-là. Ça va se passer lors du point de presse. Évidemment, la question qui était sur toutes les lèvres cette semaine, c'est concernant le passage au jaune qui n'a pas eu lieu en Abitibi-Témiscamingue et qui n'aura pas lieu dans les prochaines semaines. Je vais d'ailleurs vous laisser entendre le docteur Arruda et la question qu'on a posée un peu plus tôt cette semaine. 2 questions transmises par courriel. Alors, la première de François Munger de Médiaté. Docteur Arruda, en conférence de presse au début mars, vous avez indiqué que les éclosions concernant le variant sud-africain en Abitibi-Témiscamingue étaient sous contrôle. La région se retrouve aujourd'hui à 25 cas actifs. Qu'est-ce que ça va prendre pour faire basculer celle-ci au jaune? Comment justifie-t-on l'absence de modification à l'état de la région? Bien, écoutez, c'est des discussions qu'on a avec la directrice de santé publique. Il y a quand même un variant sud-africain là, qui est, comment je pourrais vous dire, reconnu comme étant probablement plus transmissible de façon importante. Ils ont réussi avec des interventions très, très sérieuses à le contrôler. Et la région elle-même, considérant ça, et aussi, il veut éviter l'exportation, je vous dirais, là, de l'Afrique du Sud dans d'autres régions du Québec. Là. C'est une analyse qu'on fait, qu'on regarde. On regarde aussi beaucoup de très près l'Outaouais, qui est proche de Ottawa, où il y a beaucoup plus de circulation, etc. Fait que je l'ai dit aussi, là, ne regardez pas seulement le chiffre de la journée. Il faut regarder la tendance. Et avant de changer de couleur de palier, il faut avoir une certaine stabilité pour un certain temps. Alors voilà ce qu'avait à répondre cette semaine le docteur Arruda concernant la question pourquoi l'Abitibi-Témiscamingue ne passe pas au jaune. On tentera d'avoir plus d'informations lors de ce point de presse du CISAT. Je regarde l'heure qui débute dans quelques instants. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions si vous en avez via les commentaires sur nos pages Facebook si vous nous écoutez en direct. Si vous écoutez la reprise sur Médiaté Télé, on vous invite à nous faire part de vos questions aux nouvelles avec un s @médiaté.ca. On pourra les poser la semaine prochaine au CISAT. Ou encore via l'application Médiaté Plus au médiaté.app. C'est à cet endroit-là que vous allez retrouver toutes vos nouvelles et encore plus. Alors, vous pouvez aller télécharger d'ailleurs l'application. Je vous rappelle, pour ceux qui peuvent présenter des symptômes de la COVID-19, de vous faire dépister. Et c'est de cette façon, vous le voyez au bas de l'écran, au covid19.québec.ca ou encore au 1-877-644-4545 que l'on peut prendre un rendez-vous pour obtenir un test de dépistage dans la région. On le rappelle, il n'y a pas de dépistage sans rendez-vous en ce moment. Et pour la vaccination, 65 ans et plus, on se rend au québec.ca /vaccin COVID. Et c'est à cet endroit-là que vous devez aller pour prendre votre rendez-vous de vaccination. Pour ce qui est des rendez-vous, je spécifie, oui, ça arrive quand vous allez vous rendre sur l'espace de rendez-vous qu'il n'y a plus de rendez-vous pour le secteur où vous êtes. Il faut être patient, il faut revenir parfois à cet endroit-là pour obtenir un rendez-vous. C'est pas toujours du premier coup
que l'on a accès à ces plages de disponibilité dans les différentes MRC de l'Abitibi. Entre autres, je prends l'exemple de la MRC Abitibi où il y a 2 emplacements. Il y a l'emplacement Claire-Foyer qui est l'emplacement d'origine où on a débuté la vaccination. Et là, semble-t-il qu'il y a également l'emplacement du côté du complexe sportif au niveau du curling qui va s'ajouter de ce côté-là. Donc, ça a été ajouté aux options de ce côté-là. Alors, on le rappelle, point de presse du CISAT qui débute dans quelques instants. La situation, 30 cas actifs en Abitibi-Témiscamingue, 15 cas actifs dans la MRC d'Abitibi. Une hospitalisation, 5 cas qui se sont ajoutés aujourd'hui. On nous disait surveiller des milieux comme des écoles, des garderies, des services de garde. Donc, de ce côté-là, il y a une surveillance particulière qui est faite. Le CISAT va faire le point là-dessus, va nous préciser cette situation-là. On sait entre autres qu'il y a une école du côté de Val-d'Or et une du côté de... en fait, 2 écoles du côté de Val-d'Or, oui, et une du côté de Rouyn-Noranda où il y avait des cas qui avaient été détectés. Donc, ce sera sûrement un sujet qui sera discuté lors de ce point de presse. Je vous invite tout au long de ce point de presse à nous joindre dans les commentaires et je pourrai d'ailleurs faire le tour de vos commentaires. J'ai accès juste ici. On nous demande entre autres des situations particulières là, pour la vaccination, la situation de la vaccination pour les personnes handicapées en région. Ce n'est pas encore un groupe prioritaire. On va savoir peut-être où on s'en va avec cette vaccination-là dans les prochaines semaines. On va tenter d'en savoir plus lors de ce point de presse et on va voir ce qu'on va nous donner comme nouveaux détails sur on en est où avec cette vaccination-là. On rappelle que François Legault a évoqué la possibilité que les Québécois soient vaccinés, ou du moins ceux qui veulent être vaccinés, soient vaccinés avec la première dose d'ici la Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est quand même un échéancier qui est assez serré. On va tenter de voir au CISAT de quelle façon ça va s'organiser tout ça, cet échéancier serré pour permettre de pouvoir vacciner tout le monde d'ici le 24 juin 2021. Sinon, ce point de presse devrait débuter dans quelques instants. Je vous garde avec moi. Je regarde aussi vos questions, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Envoyez-nous vos commentaires si vous en avez. Allez télécharger en attendant que le point de presse commence l'application Médiaté Plus où vous retrouvez vos nouvelles. Il y a des balados et le point de presse. Bonjour, bienvenue à tous. Mon nom est Sarah Charbonneau et je vous souhaite la bienvenue au point de presse hebdomadaire du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue du 18 mars. 4 porte-paroles s'adresseront à vous aujourd'hui pour présenter à la fois un bilan de la campagne de vaccination et un état de situation épidémiologique. Les porte-paroles sont Mme Caroline Roy, présidente directrice générale, Mme Katia Chadoufert, directrice régionale de la campagne de vaccination COVID, Dr Lise Landry, directrice de santé publique, ainsi que Dr Omobola Sobanjo, médecin spécialiste en santé publique. Je laisse tout de suite la parole à Mme Roy. Oui, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de m'adresser à vous à notre point de presse hebdomadaire. Donc, premier élément que je souhaitais vous partager, c'est de vous informer que maintenant, au Centre hospitalier de Rouyn-Noranda, il y a un accès Wi-Fi pour nos usagers. Donc, c'est vraiment là, un déploiement qu'on est en train de faire pour chacune de nos installations hospitalières, mais le déploiement est débuté et fonctionnel maintenant pour l'hôpital de Rouyn-Noranda. Donc, les usagers, via un portail payant facilement accessible, puis différents forfaits sont disponibles, vont pouvoir maintenant avoir accès au Wi-Fi et tout ça va être rendu disponible aussi avec la plateforme sécurisée pour nos travailleurs, pour les médecins, les cliniciens qui travaillent à l'intérieur de cette installation-là d'ici les prochains jours. Et le prochain site à être déployé dans les prochaines semaines, c'est à Ville-Marie pour par la suite poursuivre le déploiement dans nos différentes installations. Donc, accès technologique facilité pour nos usagers à l'hôpital de Rouyn-Noranda. Également, je voulais revenir évidemment sur le maintien du palier orange pour notre région. Donc, tout à l'heure, on aura l'occasion de pouvoir probablement échanger sur la situation épidémiologique puis répondre à vos questions à ce sujet-là. Mais je tenais à préciser que concernant les différentes mesures pour notre région, puisqu'on est maintenu maintenant en palier orange, il y a quand même un assouplissement qui est prévu et ça, c'est dès le 22 mars. C'est le retour en classe à temps complet pour les secondaires 3, 4 et 5 qui étaient en alternance depuis déjà les derniers mois. Donc, retour en classe pour les élèves du secondaire 3, 4 et 5 à partir du 22 mars prochain. Donc, tout rassemblement intérieur, tout rassemblement extérieur sont encore interdits. Puis, toutes les autres mesures qu'on vous a communiquées depuis les dernières semaines se maintiennent, mis à part cet assouplissement.
Maintenant, concernant le dépistage, je vous invite vraiment à utiliser de façon privilégiée la plateforme Internet, donc l'accès avec le site Internet pour vous inscrire à un dépistage lorsque c'est requis. Ce qu'on constate, c'est que c'est une minorité de personnes qui contactent via le site Internet notre organisation ou les centres de dépistage pour prendre un rendez-vous. Pourtant, c'est vraiment une application qui facilite finalement l'accès, qui vous fait sauver du temps, évidemment, mais également qui vous permet de choisir votre plage horaire, puis permet aussi d'accéder très facilement à votre résultat, puisqu'à partir du moment où vous êtes inscrit sur la plateforme, bien, c'est via soit un SMS ou un courriel où vous recevez votre dépistage, votre résultat de dépistage dès qu'il est disponible. On comprend que certaines personnes n'ont probablement pas accès de façon facilitée là, à Internet et on a toujours notre centrale d'appel qui est disponible. Mais vraiment, je vous rappelle là, il est privilégié d'avoir accès via notre plateforme en ligne, ce qui permet de aussi sauver quelques ressources là, qui sont vraiment assez nombreuses au niveau de notre plateforme pour être capable à la centrale de répondre aux besoins des personnes qui appellent pour un dépistage. Vaccination maintenant, donc vous l'avez vu, puis je ne fais que le répéter, mais accessible d'inscription pour les 65-69 ans. Donc depuis hier matin, on a ouvert les cliniques, on a vraiment là, une nouvelle disponibilité d'inscription pour notre population âgée de 65 ans et plus. Donc 65 ans et plus, voulant dire que si vous avez effectivement en haut de 70 ans, de 80 ans, de 85 ans et plus, c'est toujours le temps de vous inscrire, ce qui correspond aux années de naissance de 1956 et avant. Donc, toute personne qui correspond à ces critères peuvent maintenant s'inscrire. Et je tiens à souligner qu'en date d'hier, on a eu un record d'inscription sur la plateforme au niveau de l'inscription à la vaccination. Plus de 6 400 personnes se sont inscrites en date d'hier. Donc, c'est vraiment une belle réponse de la population. Continuez à partager la belle nouvelle, puis à poursuivre les inscriptions à partir du moment où vous faites partie d'un groupe prioritaire. Dernier élément, il se peut que dans le contexte actuel, puis on comprend, là, c'est particulièrement vrai probablement en contexte de pandémie, que vous vivez des situations difficiles. On le sait, on en a déjà parlé, avec des situations de stress, d'anxiété qui peuvent se présenter ou autres difficultés sociales notamment. Mais n'hésitez pas à contacter la ligne 811. On est là pour ça. C'est des intervenants formés, qualifiés qui vont vous répondre, qui vont vous guider, qui peuvent faire une brève intervention, même téléphonique, et même assurer un suivi là, pour une inscription vers un suivi par la suite, si c'est requis, avec nos intervenants dans nos installations. Donc, je le rappelle, la ligne 811 est vraiment disponible non seulement pour les problèmes de santé physique, mais également si vous vivez des situations difficiles, puis c'est un intervenant qualifié qui va vous répondre et pouvoir vous accompagner. Merci, Sarah. Merci, Mme Roy. J'invite maintenant Dr. Landry à poursuivre. Oui, bon après-midi tout le monde. Écoutez, suite à la dernière conférence du point de presse de M. Legault, on a eu beaucoup de questions. Pourquoi l'Abitibi, on était maintenu à un palier orange? Bon, écoutez, c'est pas une décision facile à prendre, mais ce qu'on observe actuellement dans la région, c'est que la situation n'est pas stable. On sait que pour changer de palier, ça prend plusieurs semaines de stabilité. On a des semaines à 40 cas, 17 cas. Puis là, cette semaine, ça remonte. Donc, nous savons que le virus circule partout, presque tous les territoires de l'Abitibi-Témiscamingue. Comme on le sait, la souche principale qui circule actuellement, c'est le variant de l'Afrique du Sud. On sait qu'il est plus transmissible, presque à 50% de plus. Donc, c'est pour ça qu'on se doit d'être vigilant. On est mieux d'y aller de façon progressive, à petits pas, au lieu de changer de palier trop rapidement et d'être obligé de revenir en arrière. Par contre, je sais que c'est long, c'est plate. On a tous hâte de recevoir nos amis, nos familles à la maison. Par contre, il faut voir le côté quand même des choses positives. Le beau temps arrive. Écoutez, on peut faire plein d'activités à l'extérieur. Même, il y a des assouplissements. Madame Roy vient d'en parler pour nos jeunes. C'est important, la fin de l'alternance. Je sais pas si vous avez des... En tout cas, moi, j'ai un petit-fils là qui est au secondaire 3 puis il est tellement content là, de la fin de cette alternance-là, d'être en présentiel à tous les jours. Aussi, au niveau des activités sportives, récréatives, que ce soit pour la population générale, nos élèves du primaire, secondaire, collégial, universitaire, quand même des assouplissements en zone orange. Il faut voir aussi qu'on peut aller au restaurant, au cinéma,
voir des spectacles, c'est quand même, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Alors, compte tenu, comme j'expliquais, on ne sent pas encore une stabilité au niveau de nos cas, c'est important de maintenir la vigilance et de limiter nos contacts. Puis les prochaines semaines seront déterminantes, d'autant plus que la vaccination avance à grands pas. On pourra en parler un petit peu plus longuement. Je céderai immédiatement la parole au Dr Sobanjo, qui va vous expliquer un peu plus en détail la situation épidémiologique qui fait en sorte que nous devons rester au palier orange. Je vous remercie. À tantôt pour les questions. Oui, bonjour tout le monde. Merci pour l'opportunité de pouvoir vous partager les informations en lien avec les données épidémiologiques. Donc, tel que mentionné par Dr Landry, la décision de niveau de palier d'alerte, c'est basé sur trois facteurs. Donc, la situation épidémiologique, le contrôle de transmission et la capacité du système de soins. Donc, nous, ça fait, depuis le début de la pandémie, nous avons aujourd'hui 900 cas de confirmés en lien avec le coronavirus en Abitibi-Témiscamingue, 179 étaient dans la première vague et 721 dans la deuxième vague. De ce nombre, nous avons actuellement 30 cas actifs qui se trouvent dans 4 MRC différentes. Le 15 sont dans la MRC de Abitibi, 9 dans la MRC de Vallée-de-l'Or et moins de 5 dans les 2 autres MRC Abitibi-Ouest et à Rouyn-Noranda. Nous avons également une personne hospitalisée. Heureusement, la personne n'est pas aux soins intensifs. Depuis le début, on constate que ça a amélioré. Donc, au début de l'année, on avait une vague plus importante de cas. Mais si on regarde le nouveau cas, donc dans les dernières 24 heures, nous avons eu 5 nouveaux cas confirmés. Et ça amène le nombre de cas depuis lundi, le 4 derniers jours, à 11 nouveaux cas confirmés. Dans la semaine dernière, donc entre 7 mars et 13 mars, nous avons eu 16 cas confirmés. Donc déjà cette semaine, ça s'enligne pour en avoir plus de cas que la semaine dernière. Deuxième élément à considérer, c'est que l'hospitalisation. Depuis le début de l'année, depuis janvier, nous avons actuellement 24 hospitalisations, nouvelles hospitalisations depuis janvier, ce qui est nouveau pour nous comme région. Une autre chose qu'on voit, c'est que depuis quelques jours, il y a une stabilité dans le nombre de cas actifs. C'est-à-dire, la semaine dernière, on était en train de diminuer le nombre de cas actifs. Mais ça fait plusieurs jours que le nombre de cas actifs stagne parce que dès que les gens se rétablissent, il y a d'autres nouveaux qui s'ajoutent, qui fait en sorte qu'on n'est plus en mesure de faire baisser le nombre de cas actifs. Il a même augmenté d'hier à aujourd'hui. Une autre chose qu'on voit, c'est lorsqu'on parle de la contrôle de transmission. Oui, depuis le début de la pandémie, nous avons 46 éclosions confirmées en région. Ce nombre n'a pas changé depuis la semaine dernière. Toutefois, les 3 éclosions qui étaient en cours la semaine dernière sont toujours en cours. C'est-à-dire, on a eu des nouveaux cas qui s'ajoutaient qui font en sorte qu'on n'est pas en mesure de fermer ces éclosions-là. Également, nous avons plusieurs milieux qui sont sous surveillance par la santé publique. Donc, c'est des milieux pour lesquels un cas a été confirmé, mais pour l'instant, ils ne sont pas encore en éclosion, mais on doit être plus vigilante. Et nous avons identifié plusieurs personnes qui doivent être en isolement en lien avec ces milieux-là. Et ces milieux sont majoritairement dans le milieu scolaire. L'enjeu avec le milieu scolaire, c'est en raison de bulle classe, à chaque fois qu'il y a un cas qui est confirmé dans une classe, il y a une implication pour tous les autres élèves et leurs familles qui doivent se placer en isolement pendant la période d'isolement préventif de 14 jours. Nous avons ces types de milieux dans 4 MRC de notre région. Donc, nous avons au moins 12 écoles dans cette situation qui ont eu un cas dernièrement dans l'MRC de Vallée-de-l'Or. Nous en avons 2 aussi dans l'MRC de Rouyn-Noranda. Nous avons un dans l'MRC d'Abitibi-Ouest et un autre dans l'MRC d'Abitibi. Nous avons également un centre de petite enfance pour lesquels aussi un cas a été confirmé et plusieurs groupes sont sous investigation et évaluation par la santé publique en lien avec leur exposition. Donc,
si on ajoute aussi l'histoire des variants, donc le fait qu'actuellement, nous sommes rendus à 100 cas confirmés associés aux variants sud-africains dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. De ce nombre, tous ces cas ont été déclarés entre le début janvier et 22 février. Donc, ils se sont tous rétablis. Toutefois, nous avons 58 cas présomptifs. Donc, il y a d'autres de plus qui ont été ajoutés dans les dernières 24 heures qui sont encore présomptifs. De ces 58 cas présomptifs, nous avons 16 qui sont toujours actifs. Donc, le risque n'est pas encore écarté et on constate et il y en a plusieurs pour lesquels, donc ceux qui ont été déclarés hier et avant-hier, nous sommes toujours en attente de leur confirmation des criblages. Donc, on voit continuellement que la présence de variants est toujours ici. Le données témoigne que nous ne sommes pas complètes, nous ne sommes pas encore épargnés de variants, le variant est encore présent. Et maintenant, on commence à le voir dans d'autres MRC. Alors qu'auparavant, on le voyait plus dans une MRC, maintenant, on a des cas dans d'autres MRC qui sont aussi des cas présomptifs de variants. On saura dans 2 semaines si ils sont confirmés comme associés aux variants et quel type de variant s'agit-il. Dernier élément en lien avec le système de soins, comme j'ai mentionné tantôt, le nombre d'hospitalisations est encore, il ne baisse plus. On a des fois 3, 1, 2, mais on n'a pas eu une période dernièrement pour laquelle il n'y a aucune hospitalisation pendant plusieurs jours. Ce qui nous préoccupe parce que nous savons que en région, nous avons un enjeu de main-d'œuvre, donc il faut qu'on essaye de ne pas sous-charger notre système. Pour l'instant, ça va bien, mais on ne veut pas en avoir trop d'hospitalisation. Premièrement, pour la santé des personnes concernées, mais deuxièmement, pour nos capacités de système de soins. Dernier élément que je vais mentionner, c'est en lien avec, on a eu plusieurs questions en lien avec la présence des variants sud-africains et le vaccin AstraZeneca. Le vaccin AstraZeneca, premièrement, c'est un vaccin qui est efficace et sécuritaire. Toutefois, le variant sud-africain, c'est un variant qui amène une réponse immunitaire moins bonne pour tous les vaccins. Les données préliminaires, les données que nous avons actuellement sur l'efficacité d'AstraZeneca face aux variants sud-africains démontrent qu'ils sont beaucoup moins efficaces. C'est pour cela que pour l'instant, dans notre région, l'AstraZeneca n'est pas encore donné parce qu'on veut en avoir, on attend d'avoir plus d'informations on va voir au cours des prochaines semaines, qu'est-ce que ça peut donner. Mais pour l'instant, étant donné que nos priorités, c'est de protéger les personnes les plus vulnérables d'avoir une hospitalisation, un décès associé à la COVID. On veut au moins donner un vaccin que les données qu'on a actuellement permettent de dire qu'ils vont être un peu plus efficaces. Donc, pour l'instant, on ne donne pas le vaccin AstraZeneca en région, mais on saura un peu plus. Dernièrement, il y a une annonce qui a été faite en lien avec les personnes handicapées qui sont dans une ressource, qui vont pouvoir avoir bénéficié. Donc, ceux qui ont la difficulté de se déplacer vers nos sites de vaccination et qui sont dans les groupes priorisés selon l'âge pour vaccination, il y aura la capacité d'aller vers eux dans leurs ressources ou leur milieu de leurs ressources d'hébergement pour leur offrir la vaccination. Mais ce n'est pas tout de suite, ça va arriver au cours du mois d'avril, on va pouvoir le faire. Il faut se rappeler encore une fois, étant donné qu'on ne peut pas utiliser tout de suite le vaccin AstraZeneca, il nous faut plus de mesures afin de pouvoir offrir la vaccination à domicile. Donc, ça fait le tout pour mes points et mes messages pour cet après-midi et je vais être disponible pour répondre à vos questions. Merci. Merci. J'invite de nouveau Dr. Landry à prendre la parole. Oui, Sarah, c'est au sujet du bilan de la vaccination. Je ne sais pas si tu peux projeter les tableaux, mais la bonne nouvelle, on a presque 15 000 doses de données, donc 10 de notre population pour 9,8 au Québec. Et on a augmenté, donc par rapport à la semaine dernière, on a ajouté plus de 2150 vaccins, donc
prioritairement, OK, là, on voit les doses des vaccins où ils sont allés. Donc, principalement, la vaccination de masse, 45 RPA, 15 travailleurs de la santé, 34 des doses, CHSLD, 4 et RIRPF, 2 Merci. Et OK, ce sont nos cibles qui ont été fortement atteintes. On l'a déjà mentionné, CHSLD, ressources intermédiaires, résidents RPA également. Nous sommes à 96 et heureusement, nous sommes très contents de ces résultats-là. Ça a permis même si on a eu une éclosion dans une RPA, vous le savez, finalement, il y a eu peu de conséquences et c'est ce qui est souhaité par le vaccin de prévenir les complications et décès. Maintenant, par rapport, comme vous voyez actuellement, on avance très, très bien pour nos groupes plus âgés. Par rapport à la semaine dernière, on avait pour les 80-89 ans 3500 doses. Là, si on combine les deux strates d'âge, on est à 4529. Donc, on a ajouté 1000 doses pour cette catégorie-là. Puis lorsque les rendez-vous, vous voyez là, quand même des rendez-vous qui sont pris et qui nous permettent d'atteindre 90 comme couverture vaccinale, c'est très, très bon. Maintenant, pour les 70 à 79 ans, on a ajouté plus de 800 doses depuis la semaine dernière. Et encore là, on voit que nous allons atteindre une excellente cible une fois que tous les vaccins seront donnés. Et Mme Châteauvert va pouvoir vous expliquer ce qu'on sait que dès le 1er mai, les 65 ans et plus, tous ceux qui l'auront désiré, auront eu leur première dose de vaccin. C'est ce qui est une excellente nouvelle. Alors, voilà. Merci. Pardon, merci, Dr. Landry. Madame Châteauvert, vous pouvez compléter? Oui, bonjour, il me fait plaisir d'être avec vous cet après-midi. Donc, le topo de la vaccination pour l'Abitibi-Témiscamingue. Actuellement, comme mes collègues l'ont nommé, nous sommes à vacciner la population de 65 ans et plus. Et comme Mme Mouroy l'a précisé, je reprécise que les gens qui sont dans les tranches d'âge que nous avons vaccinés avant les 65 ans et plus ont toujours le droit de s'inscrire. Dans le fond, les 70 et plus, les 80 et plus, c'est toujours admissible. Nous vaccinons aussi des travailleurs de la santé phase 2 et de nouvelles plages là, seront disponibles d'ici quelques jours. Nous avons eu des confirmations de vaccins qui vont nous permettre d'ouvrir de nouvelles plages. Donc, les communications vont suivre pour les personnes concernées dès que ce sera disponible. Donc, je précise aussi pour les travailleurs qui étaient considérés phase 1 sont toujours admissibles dans le fond pour cette tranche de clientèle. Donc, je tiens à préciser qu'actuellement, nous avons 6 groupes prioritaires qui ont été vaccinés. Donc, on a parlé les résidents de CHSLD, RIRTF du programme SAPA, c'est-à-dire de la direction pour les personnes âgées. On parle de travailleurs de la santé. On parle aussi des résidents de RPA et les travailleurs aussi de RPA. On a aussi nos communautés éloignées qui ont été vaccinées, les 80 et plus, les 70 et plus, et actuellement 65 et plus que nous avons ajouté depuis cette semaine. Je tiens à préciser aussi qu'au courant de la semaine prochaine, nos 2 sites de vaccination vont ouvrir officiellement, le site de Val-d'Or et Sainte-Terre, ce qui nous porte à compter de la semaine prochaine à 7 sites actifs. Concernant la deuxième dose, je tiens à préciser que les rendez-vous qui avaient été pris entre le 18 mars et le 10 avril vont tous être annulés. C'était les rendez-vous qui avaient été pris avec le premier délai qui était de 84 jours. Donc, maintenant, nous sommes à 112 jours. On est actuellement en train de planifier les rendez-vous de deuxième dose. Donc, c'est important de ne pas appeler à la ligne téléphonique pour prendre un rendez-vous. C'est vraiment l'établissement qui va communiquer avec les personnes pour planifier la deuxième dose. Les gens peuvent rappeler au numéro qui est laissé là, quand il y a un message qui est laissé. Je demande un peu de patience parce que souvent la ligne est très occupée, donc on demande de rappeler plus tard. Mais soyez rassurés, tout le monde sera contacté pour la deuxième dose. Et comme l'a précisé Dr. Mobola,
pour le mois d'avril, on devrait être en mesure aussi d'aller vacciner la clientèle à domicile qui n'est pas en mesure de se déplacer dans nos sites de vaccination, ce qui est aussi une bonne nouvelle pour notre région. Donc, sur ce, ça ferait le tour des informations que j'avais à vous transmettre. Merci beaucoup. Nous en sommes à la période de questions. Alors, j'invite les journalistes à adresser leurs questions soit dans la zone de clavardage ou de vive voix, en précisant le porte-parole à qui ils adressent leurs questions. Première question, François Munger de Médiaté. Il y a quelque chose qui m'a accroché dans le discours de Mme Sobanjo tantôt. Vous avez mentionné le taux d'efficacité des différents vaccins face aux variants de l'Afrique du Sud qui était grandement diminué par rapport aux autres souches de la COVID-19. Comment estimez-vous le pourcentage de possibilité de réussite de la campagne de vaccination en sachant en Abitibi-Témiscamingue la présence de ce variant-là? Merci beaucoup pour votre question. C'est une question. Première chose, c'est que avec la vaccination, les données sont, les connaissances ou les données sont toujours en évolution. C'est-à-dire, plus que les pays ou les endroits vaccinent, plus qu'on aura de données ou des informations qui nous aident. Actuellement, en région, nous avons débuté notre vaccination 21 décembre dernier et maintenant, au moins, on a eu une situation dont Mme Landy a fait allusion, dans l'éclosion dans le RPA, le fait que les gens aient été vaccinés semble avoir donné un avantage. On n'est pas encore en mesure de faire une bonne évaluation parce que pour eux, les délais étaient un peu courts. Ils ont été vaccinés le 10 février, l'éclosion a été annoncée le 25 février. Donc, il y en a que probablement a déjà eu une bonne réponse immunitaire. Il y en a d'autres que peut-être ça va venir. Donc, c'est un peu moins facile à pouvoir confirmer jusqu'où le niveau d'efficacité. Mais quand même, si on voit le nombre total de personnes qui ont été vaccinées et on essaie de comparer, ça donne une impression qu'il y a fait une différence. On saura un peu plus au cours de temps, mais pour l'instant, on voit que au moins, dans d'autres endroits, ils utilisent le vaccin, soit le vaccin Pfizer et Moderna, et ils semblent avoir une efficacité. Aussi, aux autres, on fait des épreuves dans le laboratoire qui démontrent que ça fonctionne. Toutefois, on voit que Moderna aussi est en train de faire des essais pour probablement amener un autre vaccin. Mais c'est ce qu'on a pour l'instant. Ils sont donnés des résultats, on va de l'avant. Toutefois, les données que nous avons, les données qui sont limitées que nous avons avec AstraZeneca ne nous permettent pas de pouvoir aller avec autant d'assurance pour l'AstraZeneca. Espérant avoir répondu à votre question. Merci, Dr. Sobanjo. Une prochaine question de Mme Annie-Claude Luneau de Radio-Canada. Oui, je poursuivrai peut-être sur la question du AstraZeneca. Bon, on connaît toutes les inquiétudes que ça suscite en ce moment, malgré le fait que l'OMS, le Canada, le Québec ont décidé de continuer d'aller de l'avant avec AstraZeneca. Est-ce que ça penche dans la balance aussi, de dire, tant qu'on a des deux autres, en plus qu'ils soient probablement moins efficaces contre le variant sud-africain, il y a aussi ces inquiétudes dans la population, donc on ne prendra pas de chance? Non, pas du tout. Pour nous, c'est pas la question de sécurité. Nous, on sait que c'est sécuritaire parce que même le European Medical Agency aussi a confirmé que pour eux, c'est un vaccin sécuritaire. Donc, fort probablement, la vaccination va reprendre dans les pays qui ont arrêté parce qu'ils attendaient leur avis. Donc, pour nous, c'est pas une question de sécurité, c'est une question parce que pour l'instant, on n'a pas encore un bon contrôle de la situation. Si on est capable de contrôler la situation, si nous, on peut arriver comme des régions comme la Côte-Nord, ceux qui ont 0 cas pendant des semaines, ça va nous permettre de probablement s'en débarrasser de ce variant et par la suite, on va pouvoir l'utiliser. Mais étant donné qu'il y a un enjeu de contrôle, on n'est pas encore en mesure de contrôler la transmission comme on aurait aimé et on est en train de aussi vacciner les personnes les plus vulnérables, c'est soit les personnes âgées et les personnes qui sont soit dans les milieux vulnérables. C'est pour ça que pour l'instant, on ne peut pas prendre la chance, mais c'est aucunement en raison avec les questions de sécurité. Pour ça, on est bien convaincu que c'est un bien, qu'il n'y a pas de enjeux à ce niveau-là. Puis, je compléterais, si vous permettez, si ça peut vous rassurer, Mme Luneau, ça a été dit même au point de presse, Dr. Arruda, son conseiller stratégique, qui est Dr. Massé, a bénéficié de l'AstraZeneca, malgré ce qui était
nommé dans toutes les revues de presse sur les incidents qui étaient arrivés. Il a quand même reçu le vaccin et, sans effet secondaire. Merci. Une question pour Dr. Sobanjo qui provient du public. Pourquoi les cas de COVID affichés sur notre site Internet ne correspondent pas à ceux identifiés par l'INSPQ? Merci beaucoup pour la question. Le nombre de cas est le même, le nombre de cas total, c'est le nombre de cas actifs qui est un enjeu et on est en train de travailler pour corriger la situation. Nous, on a plus de cas actifs, ce qui est vrai. On pourrait vous dire combien de personnes on appelle tous les jours, on le sait. Toutefois, l'enjeu arrive avec le système qu'on utilise pour la saisie des données. Donc, dans cette situation, on constate que lorsqu'aux autres, ils extractent les données de leur côté, ils voient que soit on a beaucoup plus de cas actifs que nous avons, donc peut-être 2 fois plus, ils ont comme 60 cas actifs, c'est qu'ils savent que c'est pas vrai. Donc, ou il utilise un calcul automatique de 10 jours. Donc, il part avec la date de début de l'épisode et il ferme ça à 10 jours. Alors que nous, actuellement, on constate qu'il y a quelques individus, on a plusieurs personnes pour lesquelles la période de l'épisode dépasse 10 jours. Donc, on a des personnes qui sont encore malades, ils ont encore plusieurs symptômes rendus 10 jours après le début de leur épisode, qui fait en sorte qu'ils dépassent les 10 jours. C'est pour ça qu'on a encore des cas actifs qui dépassent le nombre qui est affiché par l'INSPQ. Mais nous avons pris contact avec eux pour éviter d'utiliser leur algorithme et de corriger la situation qui fait en sorte que nous avons trop de cas s'ils n'utilisent pas leur algorithme. Donc, ça devrait être corrigé d'ici le prochain 24-48 heures. Merci. La prochaine question s'adresse à Mme Roy et provient de Lily Mercure de RNC Média. Dans le CA de ce matin, dans le CA du 6 de ce matin, il a été dit que plusieurs services ont été réaffectés à la campagne de vaccination. Est-ce possible de savoir quel type de service? Oui, merci pour la question. En fait, présentement, ce que je peux confirmer, c'est qu'on n'a pas diminué aucun service, fait aucune réorganisation ou délestage d'activités en lien avec les ressources qui sont requises pour la campagne de vaccination et son déploiement actuel ou à venir. Par contre, il se peut que dans les prochaines semaines, prochains mois, et je vous dirais davantage pour la période estivale, qu'on doive revoir l'organisation de certains services, peut-être réduire davantage que ce qu'on le fait habituellement en période estivale, certains services, parce que notre priorité va vraiment être de s'assurer que la campagne de vaccination soit un succès. Et donc, je préfère en informer toute la population dès maintenant en vous disant que soyez assurés, la campagne de vaccination en Abitibi-Témiscamingue va être un succès. Mais pour ce faire, il se peut qu'on ait à mobiliser certaines de nos ressources qui sont à l'interne de notre organisation, qui vont affecter certains services offerts à la population pour s'assurer que ce soit réel puis que la vaccination se déroule bien. Merci, M. Munger. Oui, donc pour faire du pouce sur ce que je disais tantôt, bon, Mme Sobanjo, vous avez précisé, bon, ça semble avoir été efficace au niveau de la vaccination. Je vais revenir sur des propos du Dr Arruda de cette semaine qui disait « On veut éviter d'exporter le variant sud-africain qui est en Abitibi-Témiscamingue à l'extérieur de la région. » Dans le coin de Montréal, il y a des secteurs où on priorise ces secteurs-là en raison de la présence de variants. Est-ce que l'Abitibi-Témiscamingue va être priorisé sur la vaccination et est-ce qu'on va accélérer la campagne de vaccination en raison de la présence du variant sud-africain? Merci pour votre question. D'ailleurs, déjà, nous, comme a été mentionné par Mme Roy et Mme Châteauvet, on est capable de commencer à vacciner déjà le 65 aux 69 ans. De personnes. Donc, on est déjà rendu tous ceux qui ont plus de 65 ans pour se faire vacciner dans nos sites. Ça, c'est une chose. Mais deuxième élément, c'est qu'on travaille fort pour contrôler la transmission. Parce que c'est une chose, comme je vous ai mentionné, là, au début, on pensait que oui, peut-être c'est localisé dans une MLC, mais maintenant, on voit que ça se promène parce que, veut pas, notre région, c'est une région. Et on a des personnes qui habitent dans une MLC, qui travaillent dans l'autre MLC, donc il y a toujours des croisements. Ça va être difficile à pouvoir dire, oh, c'est cet secteur ou l'autre secteur.
Mais ce qu'on peut faire, c'est de travailler fort pour contrôler la transmission. Et c'est pas la première fois qu'on a réussi à le faire. On a toujours réussi à le faire. Et même maintenant, c'est un peu plus difficile parce que c'est un virus, une souche plus virulente. Mais quand même, on y arrive. C'est juste, il faut que tout le monde collabore et nous aide. Mais si on est capable de le faire, déjà, ça nous aide, là. Il y a des régions qui nous posent des questions. Comment ça que vous avez autant de cas confirmés des variants et quand même, vous avez un nombre de cas qui sont aussi contrôlés. Mais ça va être important ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on demande la compréhension de nos populations et la collaboration de la population pour demeurer au palier orange pendant encore quelques semaines pour nous aider à y arriver et mieux contrôler la situation et même probablement faire une suppression, complètement supprimer la présence de variants dans notre région pour ne pas l'exporter ailleurs. Madame Luneau? On parle de... Docteur Landry souhaitait compléter. Je voulais juste mentionner à M. Munger qu'effectivement, on n'a pas eu de baisse, nous, de doses de vaccins lorsqu'ils ont décidé d'attribuer plus de doses à Montréal. Nous, on a reçu quand même nos doses de vaccins, ce qui nous a permis de continuer notre vaccination. Merci. Cette fois-ci, Madame Luneau, je vous laisse la parole. Merci bien. Oui, on parle de ce variant sud-africain. Ça semble être quand même un des premiers cas, même au Canada, de ce variant qui s'est retrouvé chez nous au début janvier. Est-ce qu'on a des hypothèses? Comment se fait-il que ce variant s'est retrouvé chez nous? On en est où dans cette enquête-là? Je sais qu'il y a 2 semaines, vous disiez que les NSPQ étaient en support aussi pour trouver le cas zéro. Qu'est-ce qu'on sait à ce moment-ci? Merci beaucoup pour la question. L'enquête est toujours en cours. Nous avons ciblé des cas rétrospectivement. Donc, on est allé depuis même à l'automne dernier, c'est-à-dire on est allé chercher des cas novembre, décembre, ceux qui ont eu un historique de voyage à l'étranger. On a tout essayé de tester ce genre-là, mais à date, ils sont pas revenus comme cas probables ou associés aux variants. Donc, on n'est toujours pas en mesure de dire d'où ça vient. Le quête se poursuit. Mais chose certaine, c'est qu'on sait qu'à partir de début janvier, il est présent. On a reculé plus loin, mais on n'a pas trouvé plus loin. Donc, il va falloir qu'on se concentre sur début janvier. Mais il ne faut pas oublier que début janvier, on a eu comme une semaine qu'on a eu près de 200 cas. Donc, ça va être difficile à savoir lequel. Une autre chose que nous avons fait, on avait ciblé les éclosions que nous avons eues au cours de janvier, parce que janvier, on a eu quand même une semaine qu'on a eu 14 éclosions dans la même semaine. On a fait comme des échantillons de ces éclosions. Encore une fois, ça n'a pas donné de résultats escomptés. Donc, ça se poursuit. On sait toujours pas comment c'est arrivé ici, mais on n'est pas le seul qui ne sait pas. Dans d'autres endroits aussi que le variant a été détecté, il était toujours aussi en lien avec les situations qui c'était un peu plus difficile à expliquer. On espère avoir des informations à un moment donné. Merci. Monsieur Munger. C'est un petit détail technique. Donc, je vais revenir sur ma question de tantôt parce que la réponse n'a pas été répondue, en fait. Je vais vous donner une situation précise là, qui a été publiée dans la presse ce matin. On parle des parents d'élèves du secteur Côte-Saint-Luc, dans le coin de Montréal, qui vont être vaccinés plus tôt pour avoir une approche suppressive du variant. Je comprends qu'on n'a pas diminué le nombre de doses en Abitibi-Témiscamingue quand on a priorisé Montréal, mais est-ce qu'on va prioriser l'Abitibi-Témiscamingue pour en venir à bout de ce variant-là? Oui, l'Abitibi-Témiscamingue a reçu plus de doses pour nous aider à accélérer notre vaccination. Mais il faut se rappeler, la situation en Abitibi-Témiscamingue, c'est pas pareil comme Montréal. C'est-à-dire, à Montréal, dans ce quartier-là, il y a plus de cas et ils travaillent fort parce que la densité populationnelle n'est pas à Montréal. Ça fait en sorte que dès que le virus rentre, c'est un peu plus difficile à contrôler. Heureusement, en Abitibi-Témiscamingue, on arrive à diminuer le nombre de cas. Oui, on a des situations qui nous préoccupent. Oui, et la raison pour laquelle ça nous préoccupe, c'est parce qu'on n'est pas habitué d'en avoir. Donc, 5 cas pour nous, c'est trop. Mais 5 cas, il y a même des régions qui n'ont pas de variants, qui ont plus de 5 cas par jour.
et qui ont des populations semblables à nous autres. Donc, la situation, on est en train de gérer, parce que la meilleure façon de gérer ça, mettons, si il y a 3 semaines, on a dit on va vacciner toute la population de l'AMC d'Abitibi, mais les gens d'Abitibi, il y en a qui travaillent là, mais ils vont à Val-d'Or. Donc, le va-et-vient, on ne peut pas l'arrêter. C'est ça la difficulté. Nous, ce n'est pas si facile à encercler des personnes à vacciner. Et il ne faut pas oublier, ce n'est pas juste de vaccination. Là. La mesure le plus sûre, c'est de pouvoir contrôler la transmission. Si on est capable de faire les interventions de santé publique que nous faisons actuellement et qu'arrive à contrôler les éclosions, c'est ça qui est plus important. Parce que le vaccin, oui, ça aide, mais ce n'est pas le seul moyen. Le meilleur moyen, c'est de contrôler la transmission. Merci, Dr. Sobenjo. Je vais me permettre de répondre un complément là, pour réaffirmer ce qui est déjà mentionné. Mais oui, l'Abitibi-Témiscamingue a bénéficié de plus de vaccins que notre taux de population et continue à recevoir plus de vaccins que notre taux de population actuellement, répartis à travers le Québec. Parce que oui, la situation épidémiologique de l'Abitibi-Témiscamingue avec la présence des variants est vraiment prise en compte actuellement dans la répartition des doses de vaccins à travers le Québec. Je peux vous le confirmer, ce qui fait en sorte qu'actuellement, on est rendu à nos 65, 69 ans et même plus que ça, c'est que présentement, on a vraiment une grande partie de cette population-là pour laquelle on a déjà pu confirmer des vaccins dans les prochaines semaines parce qu'on a la confirmation de réception de ces vaccins-là au courant des prochaines semaines, ce qui n'est pas la réalité là, pour la majorité des autres régions du Québec. Merci, Madame Luneau. Je veux revenir, changer de sujet un peu sur les cas dans les écoles. Vous disiez, le Dr. Sobenjo, qu'il y en avait dans plusieurs MRC. On a des parents inquiets qui nous interpellent. Bon, on voit, par exemple, des frères et sœurs qui ont été retirés de l'école, qui n'ont pas encore le résultat positif, mais la classe, elle, n'est pas en isolement. On voit des enseignants qui étaient dans une classe où il y a eu un cas de COVID qui continuent de faire de la surveillance, par exemple, parce qu'on estime qu'ils ne sont pas des risques importants. Est-ce qu'on ne devrait pas être un peu plus prudent vu le variant pour isoler encore plus de monde en attente de résultats? Bon, merci beaucoup pour votre question et vous avez raison. Je pourrais vous dire déjà la raison pour laquelle je vous mentionne qu'on a ces situations qu'on surveille, c'est des fois même, donc je vous donne un exemple. Auparavant, si la façon dont on définit la période de contagiosité est 48 heures avant le début des symptômes. Mais maintenant, même des fois, on va jusqu'à 72 heures ou même plus avant le début des symptômes et on demande un dépistage pour ces élèves-là ou tous qui ont eu contact avec la personne. Donc, déjà, dans un temps normal, ces personnes-là, il n'y a aucune intervention. On ne devrait même pas les contacter. Mais cette fois-ci, on les appelle, on les contacte, on recommande un test de dépistage, on leur dit de rester isolés jusqu'à temps qu'ils reçoivent le résultat. Et dès qu'ils reçoivent le résultat, ils peuvent prendre leurs activités. Donc, déjà, on en fait plus. Les personnes qu'on contacte, même des fois, on élargit. Donc, lorsqu'on a, comme par exemple, aussi, on a une situation, c'était un groupe particulièrement qui est visé. Mais pour les autres groupes, quand même, étant donné qu'il y a eu un contact, malgré que c'est un contact faible, et toutes les mesures EPI, c'est-à-dire porte de masque, porte de visière, tout a été respecté, la distanciation, tout a été fait comme faut. On demande quand même que ces personnes passent un test de dépistage et restent en isolement jusqu'à temps qu'ils reçoivent le résultat. Donc, on fait déjà beaucoup plus. Et c'est ce qu'on voit. Des fois, ce qui cause une confusion, c'est les gens ne comprennent pas nos consignes d'isolement. Et on rappelle que dès qu'il y a surtout quand c'est des enfants, des jeunes enfants, qui doivent être en isolement, il faut que la personne soit isolée. Si la personne ne peut pas être isolée avec un parent responsable ou un adulte responsable, être isolé à part des restes de la maisonnée, ce qui doit être fait, c'est que tout le monde reste en isolement. Dès que c'est pas possible, que la personne qui est visée par une consigne d'isolement préventif de la santé publique peut s'isoler seule, c'est important que toute la maisonnée demeure en isolement jusqu'à temps que l'isolement soit levé pour cette personne-là. Merci. Un dernier tour de roue de questions pour M. Munter. Oui, je veux revenir sur le portrait des prochaines semaines au niveau de la vaccination. On a parlé du 1er mai pour les 65 ans et plus.
François Legault s'est avancé cette semaine, a dit à la Saint-Jean, on va avoir donné la première dose à tous les Québécois qui veulent avoir reçu la première dose. Est-ce qu'on va être en mesure de réaliser ça? Et de quoi a l'air le calendrier de vaccination dans les prochaines semaines? Bonjour, merci pour la question. Donc, effectivement, nous avons eu là, la même communication que vous. Donc, nous avons quand même là, des plages de vaccination là, en grande quantité. Là, comme j'ai précisé tout à l'heure, de nouvelles plages vont s'ouvrir pour les travailleurs phase 2. On n'a pas la confirmation pour les vaccins que nous recevrons là, pour les mois critiques, là, peut-être de mai et juin. Et il nous reste encore des confirmations à recevoir là, pour le mois d'avril. Donc, c'est certain que si nous avons le nombre de vaccins disposés à notre région pour vacciner la population, on va être en mesure de répondre à cette demande, c'est-à-dire de pouvoir répondre à l'ensemble de la population là, d'ici la fin juin. Nos équipes là, vont se déployer. Puis, Mme Roy l'a précisé tout à l'heure, ça devient une priorité pour l'organisation. Donc, c'est certain que si nous avons les doses suffisantes pour vacciner, nous mettrons de l'avant l'ensemble de tous nos sites là, à plein potentiel pour pouvoir le faire. Merci, Mme Chantover. Mme Luneau, je vous laisse la question de la fin. Une petite dernière, merci beaucoup. On n'a pas vraiment reparlé là, dans la période de questions de la fameuse zone orange, mais nous, comme vous, on a eu beaucoup de questions, commentaires, parfois assez hargneux, sur le fait qu'on ne passait pas là, à la zone jaune. Est-ce que vous ne craignez pas un certain désintérêt, un certain relâchement, que les gens se disent « ben tant pis, de toute façon, on pense qu'on devrait être au jaune, on va faire à notre tête », puis qu'ils ne respectent plus les mesures? Oui, très bonne question. On espère que non. On espère que les gens, Dr. Sabadjo, vous pourrez compléter, on espère que la majorité des gens, à date, malgré que les gens sont tannés, qui sont fatigués, il y a quand même des sondages qui sont faits au niveau national qui comprend l'ensemble, la grande communauté urbaine de Montréal et l'ensemble des régions du Québec. Malgré qu'il y a des récalcitrants, il reste que la majorité des gens, quand même, au-delà de 75%, je vous dirais, là, de mémoire, observent quand même les consignes. C'est sûr qu'actuellement, Dr. Sabanjo pourrait vous le confirmer, même durant la zone rouge, n'importe quelle couleur, il y a des gens, de toute façon, qui ne les respectent pas. Et c'est difficile lors des enquêtes, c'est malheureux, mais je pense qu'on demande un petit effort de plus. Comme je disais tantôt, le beau temps arrive, on peut quand même faire beaucoup de choses en zone orange, là. Le resto, cinéma, spectacle, on peut aller jouer dehors, on peut être, à partir du 26 mars, on peut être jusqu'à 12 à l'extérieur, tout en respectant les consignes, par contre. Alors, je pense qu'il y a des façons quand même de socialiser. Puis, écoutez, ça va venir, là, il suffit de... Quand la majorité de nos personnes de 65 ans et plus seront vaccinées, bien, ça pourra nous donner un peu plus de, comme on dit, de lousse pour les consignes sanitaires. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre questionnement. Je ne sais pas si Dr. Sabanjo voulait compléter. Peut-être avant Dr. Sabanjo et Dr. Landry, là, j'oserais dire, la meilleure chose qu'on peut faire présentement, c'est de respecter les mesures, respecter les consignes. C'est ce qui va nous permettre le plus rapidement possible de diminuer notre nombre de cas, de se retrouver avec une transmission vraiment diminuée en région. En parallèle de ça, on fait la vaccination de nos personnes 65 ans et plus. Donc, vraiment, la clientèle la plus vulnérable à développer des complications, à être hospitalisée. Puis, malheureusement, certains en décèdent et c'est vraiment ce qu'on veut éviter dans la situation actuelle. Et plus vite on en arrive là, plus vite on va être capable de revenir en zone jaune puis avec une vie vraiment plus normale, là. Donc, c'est le message qu'on lance à la population, vraiment. Permettez-vous là, de vous assurer de respecter les consignes pour les prochaines semaines. Il en reste plus long. On est à l'approche là, d'avoir atteint cet objectif-là, puis de pouvoir effectivement retrouver une vie un peu plus normale. Ce qu'on ne voudrait pas, c'est de retomber en palier jaune, puis rapidement par la suite une transmission qui est accrue et avoir de nouveau à retourner à des mesures plus sévères. Ça, je pense que ce sera encore plus difficile pour la population. Merci beaucoup. Alors, on aurait répondu à toutes les questions. Ça compléterait le point de presse du jour. Merci encore une fois au porte-parole. Merci énormément à vous tous d'être présents à cette activité hebdomadaire. Bonne semaine à tout le monde et bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.
Alors voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui met fin à ce point de presse du 6-7 de la semaine. Bon, la fameuse question, est-ce que tout le monde pourra être vacciné avant la fameuse Saint-Jean? La réponse est si on reçoit assez de vaccins. Et ça, ça dépend du Québec au grand complet. Donc, ce sera de voir la répartition des doses, ce sera de voir qu'est-ce qu'on reçoit aussi au Canada de ce côté-là pour être capable de vacciner tout le monde. Mais on nous dit avoir les ressources nécessaires pour mettre cette campagne de vaccination-là à plein régime aussitôt qu'on aura accès à assez de vaccins pour la mettre à plein régime, parce qu'on sent qu'en ce moment, on n'en a pas assez pour la mettre à plein régime. Je vous rappelle les lignes donc pour le dépistage covid19.québec.ca ou encore le 1-877-644-4545 et pour la vaccination, vous vous rendez au québec.ca/vaccin COVID et c'est à cet endroit-là que vous pourrez prendre si vous avez 65 ans et plus votre rendez-vous dès maintenant. Pour les autres, ça s'en vient à ce qu'on nous dit. Bon, on nous dit qu'on aura probablement complété les 65 ans et plus le 1er mai. C'est quand même loin en termes de temps actuellement en ces temps pandémiques, mais c'est ce qu'on nous dit pour le moment. On devrait avoir complété ça le 1er mai. Alors là-dessus, mesdames, messieurs, je vous souhaite une excellente fin de journée.